Vous pourriez avoir 10 choses positives se produire dans votre vie et continuer de vous focaliser sur la seule négative pour être prêt si elle se produisait encore. Peut-être que notre réaction à un événement est plus importante que l'événement lui-même. Tout le monde ne réagit pas de la même manière aux différentes épreuves de la vie. Certaines personnes se remettent vite tandis que d'autres restent blessées, touchées ou traumatisées. Pour tenter de mettre des mots sur des schémas qui ne sont pas forcément faciles à analyser, je vous propose l'intervention de Joe Dispenza. Son discours brillant vous aidera à mieux comprendre la nature de certains souvenirs douloureux et à saisir des clés essentielles pour avancer sur un chemin de résilience. Dans cette vidéo, je vous ai prévu une petite parenthèse très simple pour que tout le monde puisse comprendre la physiologie du stress et je vais vous donner quelques clés pratiques pour que vous puissiez mettre en application ce que vous aurez appris. Je vous laisse avec le discours de Joe Dispenza et nous on se retrouve dans quelques instants pour un peu plus de détails. A tout de suite. Plus une émotion que nous ressentons provenant d'un événement extérieur dans notre vie est forte, plus nous nous sentirons affectés intérieurement en réponse à cette condition extérieure. Plus nous faisons attention à la cause et plus le cerveau se concentre sur cette cause. Il fige l'instant en une image puis en fait une photo. C'est ce qu'on appelle un souvenir. Donc plus l'intensité émotionnelle est élevée, plus vous avez peur, mal, être choqué ou en colère, peu importe. Plus nous faisons attention à la cause, plus nous créons une mémoire à long terme. Le challenge réside dans le fait qu'à chaque fois que nous repensons à ce traumatisme, nous reproduisons les mêmes agents chimiques dans le corps et dans le cerveau. Comme si cela arrivait de nouveau. Donc certaines personnes, après un événement comme ça, peuvent le revivre des centaines de fois par jour. Et ce qui est fou est que cela active les gènes de la survie. Et quand vous êtes en mode survie, ce que vous voulez, c'est vous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Alors ce que vous commencez à faire inconsciemment est que vous commencez à prévoir ce que vous ferez si cela arrivait encore. Et vous commencez à sélectionner le pire scénario dans votre esprit. Et ensuite vous pensez, si ça arrive, si cette chose arrive, alors ma réaction sera plus créative. Et à chaque fois que vous faites cela, vous expérimentez encore l'émotion d'un futur, basé sur la douleur de votre passé, la peur de votre passé, l'anxiété de votre passé, la dépression de votre passé. Alors la personne conditionne son corps et son cerveau pour qu'elle reste dans le passé et au même moment, elle s'inflige la souffrance du pire scénario qu'elle pourrait vivre. Car la survie dit que si vous êtes prêt au pire, vous aurez plus de chances de survivre. Vous pourriez avoir 10 choses positives se produire dans votre vie et continuer de vous focaliser sur la seule négative pour être prêt si elle se produisait encore. Les gens passent le plus clair de leur temps à chercher inconsciemment ce qui peut clocher ou arriver de pire. Ils restent sur leur garde. C'est un processus inconscient. Et ce processus inconscient nous maintient dans des états de stress. Alors la première chose qu'il y a à comprendre lorsqu'on parle de stress, c'est que par nature, tout organisme est en permanence soumis à des agents stressants et donc est tout le temps en train de s'adapter. Notre organisme s'adapte en permanence à son environnement. Ça veut dire que s'il y a adaptation, il y a agent stressant. S'il y a agent stressant, il y a stress. Donc par définition, nous sommes toujours dans un état de stress. Et la façon avec laquelle on utilise le mot stress est en fait erronée d'un point de vue populaire, puisque le stress détermine en fait une réaction adaptative, une relation entre notre biologie intérieure et le monde extérieur, une relation qui est permanente. Mais lorsqu'on parle du stress, on parle en fait d'une adaptation très spécifique, dite combat-fuite, qui détermine en fait un stress négatif. Il y a des stress positifs, mais là aujourd'hui on va parler de cette adaptation négative qui est considérée de manière générale comme étant le stress, mais qui d'un point de vue technique, comme je viens de vous l'expliquer, n'est pas réellement le stress. En cas de stress, l'hypothalamus au centre du cerveau envoie un signal nerveux aux glandes surrénales qui se situent juste au-dessus des reins, ce qui libère une hormone du stress, l'adrénaline, qui stimule l'organisme et déclenche une réaction rapide. Hausse du rythme cardiaque, accélération de la respiration, hausse de la pression artérielle, etc. Et ça on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Puis l'hypothalamus et l'hypophyse libèrent successivement d'autres hormones, ce qui aboutit à la sécrétion de cortisol par la région périphérique des surrénales.
Ce déversement d'hormones dans l'organisme n'est pas sans conséquences pour le cerveau. On sait que certaines fonctions cognitives sont modifiées en cas de stress. Par exemple, un peu de stress favorise la mémorisation, mais trop de stress diminue cette capacité. Les sens sont aigus, l'éveil est renforcé, mais les capacités de raisonnement sont altérées, parce que les molécules produites en cas de stress renforcent ou affaiblissent certaines connexions neuronales. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine de toute cette réaction biologique, il y a notre perception émotionnelle. Et le problème n'est pas tant de vivre un stress, le problème est de prolonger ce stress dans le temps. Et la plupart des gens qui ont vécu un traumatisme et qui souffrent de souvenirs douloureux ont tendance à maintenir l'effet du stress et on obtient un stress sur le long terme. Et notre cerveau reste dans des fréquences hautes. Lorsque vos ondes cérébrales sont élevées, vous scannez votre environnement pour détecter tout ce qui peut être hors de contrôle. Et vous faites ça parce que votre cerveau est dans un état de survie et de stress. Le cerveau est dans un état de grande alerte. Les ondes cérébrales se situent dans les hauts bêta. Vous êtes très à l'écoute, vous êtes super alerte. Vous êtes très vigilant à toutes les choses qui pourraient sembler anormales ou inhabituelles. Au moment où vous le détectez, c'est cette pensée qui va ouvrir la porte au conditionnement que vous venez de créer. C'est un processus inconscient. Ce n'est pas si différent que de faire sonner une cloche et d'observer un chien saliver. Le stimulus provoque un conditionnement autonome, automatique, chimique et physiologique dans le corps de l'individu. Et cette personne, d'un point de vue biologique, retourne dans cet événement. Elle se comporte toujours de la même manière parce qu'elle est conditionnée par le mode survie. Vous êtes figé, vous êtes arrêté. Depuis cet instant, vous avez cessé d'évoluer. Cela signifie que si vous ne pouvez pas surmonter cette émotion, alors vous ne pourrez rien créer de nouveau, car l'émotion vous maintient dans le passé. C'est déjà là, c'est joué d'avance, vous êtes dans une boîte. Ce que nous savons grâce à l'imagerie cérébrale, c'est que parler des traumatismes peut aider à réduire l'intensité des émotions. Mais cela ne change pas tant que ça le corps et le cerveau. Vous pouvez en parler, vous pouvez observer une amélioration, mais au fond de vous, si vous n'entreprenez pas un changement fondamental, vous n'irez nulle part. Nous savons aussi que quand une personne est dans un environnement qui lui semble aussi familier que celui de l'événement vécu, même la plus petite mesure avec laquelle elle pourrait associer quelque chose, un tout petit élément déclencheur, elle va continuer de se sentir consumée par la même émotion. Alors le problème n'est pas seulement le cerveau, le problème est que c'est aussi dans le corps. Car c'est l'émotion qui inconsciemment conditionne le corps dans le passé. Nous sommes conscients à 5% et 95% provient de notre subconscient. Alors cela devient un programme distinct, très profondément ancré à l'intérieur de quelqu'un. On perd tout intérêt dans ce qui n'est pas relié à l'émotion vécue. En fait, aucune nouvelle information qui ne soit pas égale à cette émotion ne peut entrer dans notre système nerveux, car ce n'est pas pertinent. Nous sommes en mode survie. Et la survie dit « Tiens-toi prêt à tout ce qui risque d'arriver, sois prêt pour le pire, ne te fais pas avoir cette fois-ci. » Et on observe systématiquement des réactions très primitives. D'excellentes recherches ont été faites sur différentes techniques psychologiques énergétiques comme le MDR, l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Nous avons vu les scanners cérébraux. Les gens se remettent à vivre l'événement et l'émotion commence à perdre en intensité. Et le souvenir, sans la charge émotionnelle, c'est de la sagesse. Maintenant, vous êtes libéré de votre passé. Mais ce n'est pas l'esprit conscient qui est impliqué. Le traitement EMDR produit un effet similaire au sommeil profond, ce qui permet d'organiser les souvenirs différemment. Les personnes qui ont subi un traumatisme parfois ne rêvent plus du tout ou refont toujours les mêmes rêves. L'EFT, Emotional Freedom Technique, tapote sur le corps en associant certaines émotions, comme une sorte d'acupuncture psychologique, qui a pour effet de libérer le corps de certaines énergies et abaisse significativement le taux de cortisol. La méditation. Très souvent, vous pouvez donner des instructions aux participants à les projeter dans un environnement dans lequel ils se sentent suffisamment en sécurité. Donc pour moi, le propos n'est jamais l'événement. L'événement est accessoire. Le propos, c'est l'émotion elle-même.
Alors lorsque vous commencez à faire baisser l'intensité de cette émotion, vous apprenez à ces personnes comment reprendre les commandes de l'espace dans lequel leurs programmes inconscients existent, ce qui influence leurs ondes cérébrales et instaure des changements significatifs. Lorsqu'ils commencent à produire des changements dans le subconscient, ils sont moins dans la réaction. Vous leur apprenez comment retrouver le moment présent. Au fil du temps, vous leur apprenez à gérer leur attention et à gérer leur énergie. C'est comme entraîner un animal qui a de très mauvaises manières. Leur corps a juste été conditionné à se comporter comme un animal sauvage, guidé par son instinct de survie. Mais lorsque vous travaillez avec, vous pouvez le calmer, alors vous brisez son conditionnement. Vous lui dites qu'il n'est plus l'esprit de la colère. Vous êtes l'esprit. C'est à ce moment que David affronte Goliath. La première fois, cela demande beaucoup d'énergie et d'effort. Mais si vous continuez de vous entraîner, nous avons tellement de scanners cérébraux de personnes soignées de la dépression et de l'anxiété. Vous ne pouvez pas être anxieux dans le moment présent. Vous ne pouvez pas vous sentir déprimé si vous êtes dans le moment présent. Vous êtes dans le moment présent. Vous n'êtes pas en train de penser au futur ni au passé. Vous commencez à manager ce monde à l'intérieur du corps qui retient cette émotion. Et quand finalement il se fatigue de la même manière qu'on dresse un animal à s'asseoir, si vous continuez de travailler, de lui demander de s'asseoir, alors, tôt ou tard, il finira par se soumettre à l'esprit. Et quand cela arrive, boum, il y a une libération d'énergie. Maintenant, je vous propose de partager avec vous deux approches différentes, mais tout aussi intéressantes, pour réussir à cultiver un espace de calme. Parce que c'est très bien de regarder des vidéos, mais si vous arrivez à saisir des éléments pratiques, alors vous allez pouvoir vous entraîner. Et si vous vous entraînez, vous allez créer du changement dans votre vie. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de s'alimenter en permanence de connaissances non acquises, non expérimentées. Alors la première approche, je vous en ai déjà parlé, c'est la pratique de la méditation. On entraîne notre attention à se maintenir sur un objet. Et petit à petit, on arrive à se libérer de l'influence des éléments extérieurs. On arrive aussi à inhiber le néocortex, c'est-à-dire la boîte à outils qui capte l'ensemble des informations sensorielles, des données matérielles. On peut aussi se libérer de la notion de personnalité, de la sensation de l'ego et petit à petit perdre les concepts de temps et d'espace pour retrouver parfois des expériences profondes, presque de l'ordre de l'expérience mystique. Et ensuite, il y a une autre approche qui est aussi très intéressante, qui est la pratique de la relaxation et qui, elle, est différente de la méditation. Alors dans la relaxation, ce qui est intéressant d'après moi, ce sont l'usage de certains outils pour influencer notre état de conscience. Le premier de ces outils, j'en ai déjà parlé avec vous, c'est la respiration. Vous savez maintenant, si vous suivez mes vidéos, que le fait de ralentir le souffle a pour effet de solliciter le système nerveux autonome parasympathique et donc de calmer l'organisme. C'est d'ailleurs un des outils clés pour créer un effet de cohérence. Maintenant, il y a aussi l'usage du son. On sait aujourd'hui que certains sons ont un effet de synchronisation cérébrale. Ça veut dire qu'ils arrivent à entraîner l'activité du cerveau vers le calme. On sait par exemple que certains sons de la nature, que certaines fréquences ou que certaines ondes, comme les sons des bols d'Himalaya, des bols de cristal ou des gongs, peuvent entraîner notre corps vers de profonds états de calme, voire des états proches de la transe. Une sorte de transe cérébrale se produit à l'intérieur de nous. Il y a un dernier outil très puissant dont la plupart des gens ne sont pas au courant et dont on parle assez peu, c'est la puissance des odeurs. Lorsqu'on regarde le cerveau, on constate que l'information olfactive passe par l'amygdale, puis ensuite elle est transmise au lobe orbitofrontal qui décide de si on apprécie l'odeur ou pas. Et c'est le seul sens à passer par l'amygdale. Et l'amygdale est le centre émotionnel, c'est la zone du cerveau qui produit les émotions. Donc il y a un lien très étroit entre notre capacité à sentir une odeur et notre aptitude à ressentir une émotion. Ce qui appuie le travail du Dr Bach, qui était un homéopathe londonien qui avait étudié très sérieusement l'influence des odeurs de fleurs sur nos états émotionnels. Alors ne négligez pas les odeurs parce qu'elles sont profondément liées à votre relation avec vous-même et avec les autres. Le néocortex, responsable du traitement des informations sensorielles, envoie une quantité très importante de messages tout au long de notre vie. C'est en quelque sorte la boîte à outils qui nous permet d'interpréter toutes les données du monde matériel. Mais il existe un exercice attentionnel qui nous permet d'aller au-delà des perceptions sensorielles, au-delà de cette boîte à outils.
Et si on pratique cet exercice correctement, le rythme des ondes cérébrales se ralentit ainsi que d'autres fonctions biologiques comme la respiration et les pulsations cardiaques. Et cet état de cohérence ouvre une porte vers un espace intérieur de fréquence et d'énergie. C'est dans cet espace, alors que notre cerveau analytique est désactivé, que nous développons un état d'observation profond qui permet à l'esprit de prendre conscience des dimensions subtiles de l'existence. Et c'est dans cet espace intérieur que nous pouvons réaliser ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire une pure conscience. Mais aussi permettre la diffusion de l'énergie dans le corps et ainsi produire une sorte de mise à jour biologique qui se matérialise par des échanges électriques dans tout l'organisme. Cette mise à jour biologique est aussi consciente. On peut traverser de profonds moments d'extase, de félicité ou de gratitude. Ce n'est pas une perception anodine, c'est une expérience intérieure sensorielle puissante. Et cette expérience produit un état d'être qu'on pourrait qualifier de plus aligné ou de plus conscient. Et plus on met de la conscience dans notre vie, plus on se libère facilement de nos souffrances, de nos blessures et de nos mémoires douloureuses. Il y a toute une partie du contenu que tu ne verras désormais plus sur la chaîne parce qu'elle va être privée, non répertoriée et tu ne pourras y accéder que si tu es inscrit au mail. Et dans ce contenu, je vais aller un petit peu plus en profondeur dans ce que j'aborde de manière officielle. Je vais répondre à certaines questions des abonnés et dans un environnement un peu plus calme, un peu plus intime, sans tout ce côté punchy qu'on peut retrouver sur YouTube. Alors si tu es en recherche d'un contenu un peu plus intime, un petit peu plus privilégié, je t'invite simplement à me retrouver dans les mails. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit... Allez, on dit couper. Couper.